Bonjour, bonjour à tous, à tous les participants. Merci d'être présents aujourd'hui. Je vois que vous avez répondu présent à notre proposition de webinaire autour de la RSE et de l'ancrage territorial. Donc, je suis Jean-François Cotin, je suis en charge du comité RSE au niveau de la région Île-de-France. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Oriane Champon, qui est membre du comité et expert comptable et qui travaille beaucoup sur différents sujets autour de la RSE. Et puis Annabelle Berger qui nous fait la joie de nous accueillir, la joie de venir participer pour parler un peu de son expérience sur la question de l'ancrage territorial, des politiques publiques et puis son expertise sur des sujets d'environnement. Alors, avant de leur laisser la parole, moi je voulais rappeler deux petites choses. Le comité RSE, c'est un comité qui vise à vous aider à découvrir tous les sujets dont on parle beaucoup en ce moment autour de l'environnement, des questions sociales, des questions sociétales et des questions de gouvernance. C'est un sujet qui est très important parce que demain, l'expert comptable sera pour les petites et moyennes entreprises celui qui sera capable d'aider à avancer sur tous ces sujets-là. Et donc pour ça, nous, on essaye de travailler ou de sensibiliser à des sujets qui sont toujours un petit peu nouveaux, mais qui sont importants pour vous et pour vos clients. Donc on a pu parler des sociétés à mission il y a quelques mois lors d'un webinaire. On va parler le 22 juin 2022 de la question des bilans carbone. Donc notez ça dans vos tablettes. Et puis aujourd'hui, on va parler de la question de la localité et de l'ancrage territorial, comment aider nos clients sur ces sujets qu'on connaît souvent trop peu. Donc voilà, si jamais vous voulez pousser un petit peu les questionnements que vous pouvez avoir sur tous ces sujets autour de la RSE, sachez qu'il y a un podcast qui s'appelle Compta for Good, qui a été préparé par l'ensemble du comité et qui permet en 20 minutes d'apprendre sur un sujet et de découvrir. Donc, vous avez un autre outil que ces webinaires qui vous permet de vous former un peu. Et puis, sachez aussi que le 13 octobre 2022, vous pouvez noter cette date aussi dans vos agendas, on va vous proposer une grande journée autour de toutes les thématiques de la RSE pour vous permettre, vous ou vos équipes, de vous sensibiliser à tous ces sujets-là et de vous former. L'objectif pour nous, c'est que vous deveniez acteur de ces sujets. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'ancrage territorial. Alors, quand on a commencé à préparer ce webinaire, moi-même, je me disais, mais où est l'expert comptable dans ce sujet-là? Quel est son moyen de rentrer dans ces sujets et puis comment peut-il conseiller son client et comment peut-il se sensibiliser? Alors, la réponse, c'est Oriane et Annabelle qui vont vous la donner parce qu'elles sont actrices de ces questions d'ancrage territorial. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est vous sensibiliser à ces sujets-là et vous expliquer comment vous pouvez demain prendre la main de votre client et lui dire, voilà, il y a telle ou telle politique publique qui existe, il y a telle ou telle réflexion qui peut se faire sur une nouvelle manière de repenser le territoire autour de l'entreprise et l'accompagner là-dessus, sachant que vous-même, vous pourriez aussi travailler votre ancrage territorial. Quelle est la zone géographique de vos clients? Comment vous pouvez être un meilleur acteur au niveau local plutôt que d'aller chercher un client qui est à des centaines de kilomètres? Voilà, c'est plein de questions qu'il faut vous poser, mais pour ça, il faut en savoir un peu plus. Donc, je vous laisse la parole, mesdames, et puis je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Jean-François pour cette présentation. Alors, comme Jean-François vous l'expliquait, moi je suis au comité RSE. Ça fait 4 ans que je m'investis sur les sujets de la responsabilité sociétale et que je fais le lien entre notre métier, l'expert comptable, et la responsabilité sociétale. Et je suis heureuse d'être accompagnée par Annabelle.
Vas-y, Annabelle, tu peux te présenter et surtout nous dire pourquoi on a eu envie, en tout cas toi et moi, de venir exprimer auprès des experts comptables ce sujet de l'ancrage territorial. Alors, merci Oriane et merci de l'invitation. Voilà, et je suis ravie de contribuer à tes côtés, Oriane, à ce webinaire sur l'ancrage territorial et l'expertise comptable. Effectivement, moi je viens du ministère de l'écologie, j'ai passé 20 ans au ministère de l'écologie, j'ai travaillé sur des questions de territoire, développement durable, d'évaluation économique. Et le constat là que je fais par rapport au territoire et que nous avons partagé, Oriane et moi, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises et les experts comptables ne sont pas autour de la table dans les discussions sur les projets de territoire qui sont discutés avec les collectivités, voilà. Et du coup, la question de la viabilité des entreprises, aujourd'hui, elle est essentielle dans un territoire qui bouge et dans un territoire dans lequel il y a énormément de dégradation et un épuisement des ressources naturelles, etc. Voilà. Et donc, nous avons, enfin, voilà, je pense que c'est ce rapprochement entre Oriane et moi, entre d'un côté l'expertise comptable et moi plus l'ancrage territorial, qui nous a amené, voilà, à proposer ce webinaire. Oriane, si tu veux compléter. Oui, alors moi ce que je voulais préciser, c'est que dans ma vision, l'expert comptable, on est acteur de proximité. Et cette proximité, eh ben, elle se localise géographiquement sur le sujet de la RSE. Hein, c'est vraiment sur le sujet de la RSE, on est en lien direct avec nos parties prenantes sur le territoire. Finalement, en ayant travaillé sur ces sujets de responsabilité sociétale, je vois totalement le rôle que l'expert comptable peut jouer et c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, on souhaite vous présenter un peu ce plan. C'est-à-dire repartir de la définition de la norme ISO 26000, de la norme ISO 26000 et descendre, en fait, finalement, sur les attentes du territoire. Vous donner quelques exemples concrets et puis vous inviter sur finalement le rôle des acteurs du territoire, se poser la question sur comment finalement à travers ces politiques et ces acteurs du territoire, on va pouvoir nous en tant qu'experts comptables interagir à la fois avec nos clients et les collectivités et puis comment se reconnecter aux attentes du territoire. Donc notre objectif, c'est que ce webinaire vous permette de mieux comprendre cet ancrage territorial, comprendre les incidences pour vos clients. Et puis, on va vous proposer en fin de séminaire de participer, vous également, à une expérimentation, parce que c'est là tout l'enjeu, en fait, pour les territoires de demain, c'est de participer et d'expérimenter. Pour commencer, peut-être tu avais un point, Annabelle, que tu souhaitais. Je voulais juste ajouter que tout au long en fait, de la présentation, on va vous solliciter à travers des questions, voilà, un sondage auquel on va vous inviter à répondre. Voilà. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par une première question qui est, je vais lancer le séminaire, connaissez-vous la norme ISO 26000 ? Alors, on a 50% de vote. On vous laisse encore. C'est très partagé. Hein. Alors, on est à 73% de votants. Je pense qu'on peut s'arrêter. On vous remercie de votre participation. Alors, je pense que vous allez avoir le résultat qui va s'afficher. Moi, je peux vous confirmer. Alors, je vais remettre le bon écran. Ah, voilà. Voilà, je pense que vous voyez les résultats du sondage. Alors, on est effectivement à 53% de oui, 47% de non. C'est très, très partagé. Hein. Pendant tout le temps du sondage, on était à 50-50. Alors, la norme ISO 26000, alors, on va retourner sur l'écran. Est-ce que je m'assurer que vous voyez bien le bon écran? Hop. C'est bon pour moi. Bon, ben, c'est parfait. Donc,
la norme ISO 26000, c'est une norme qui définit la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une norme qui est élaborée par l'AFNOR, qui est sortie en 2010, qui est toujours, qui actuellement est en cours de révision et d'élaboration. C'est une norme qui présente la responsabilité sociétale et qui présente les 7 questions centrales de la responsabilité sociétale, c'est-à-dire la gouvernance, qu'est-ce que c'est que la gouvernance, qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme pour l'entreprise, qu'est-ce que c'est que les conditions de travail dans l'entreprise, qu'est-ce que c'est que l'environnement pour l'entreprise, qu'est-ce que c'est que la loyauté des pratiques pour l'entreprise, qu'est-ce que c'est que les consommateurs, les questions relatives aux consommateurs, et puis qu'est-ce que c'est que la communauté et le développement local. C'est dans cette question centrale de la communauté et du développement local qu'on nous invite à nous interroger, en tout cas à interroger l'organisation qui souhaite mettre en œuvre une démarche de responsabilité sociétale à son impact qu'elle peut avoir au niveau local. Alors, communauté et développement local, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, on parle de communauté. La communauté, c'est la zone géographique où est implantée une activité humaine, qu'elle soit une activité publique, que ce soit une activité privée, que ce soit une activité citoyenne, une activité associative. Par le terme de développement local, ce qu'on entend, c'est un développement au sens large. Donc, finalement, cette communauté, c'est-à-dire cette zone géographique où est implantée l'activité, on va chercher à ce qu'elle permette un développement à la fois social, environnemental et économique. Pour l'entreprise, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'elle doit, en tout cas qu'elle peut s'interroger et qu'elle peut mettre en œuvre des actions concrètes pour pérenniser et dynamiser sa présence sur le territoire afin de maintenir une activité économique, sociale, une activité en faisant attention à son impact environnemental. Qu'elle va également promouvoir ses métiers, ses pratiques, le savoir-faire qu'elle s'est développé auprès de l'ensemble de ses communiqués des citoyens. L'entreprise, elle va pouvoir également agir d'un point de vue local, auprès des populations locales, auprès des plus démunis et contribuer finalement à la réinsertion des publics les plus fragiles. Voilà, ce sont 3 objectifs assez concrets que peut intégrer en tout cas les entreprises que vous accompagnez concrètement, pour l'expert comptable, qu'est-ce que, quand vous vous interrogez sur l'impact finalement de vos clients sur cet ancrage territorial, vous allez chercher à comprendre, à interroger votre client sur l'impact de son activité sur le territoire. Par exemple, l'impact économique, c'est-à-dire combien elle paye de taxes locales, par exemple, quel chiffre d'affaires elle contribue, elle fait sur son territoire. Est-ce que ses clients sont des clients de proximité? Est-ce qu'elle va s'approvisionner auprès de fournisseurs locaux? Voilà, l'impact social. Est-ce que les gens qu'elle embauche sont des gens qui habitent sur le même territoire? Est-ce que c'est des gens qui ont des compétences particulières sur ce territoire? Est-ce que ce sont des gens qui ont un programme d'insertion ou de réinsertion par exemple, sur ce territoire? Est-ce qu'ils viennent de quartiers prioritaires de la ville, ce qu'on appelle QPV, par exemple? Et puis, un impact environnemental, c'est-à-dire quelles sont les émissions de CO2, par exemple, que votre entreprise, que votre client émet, ou quel impact votre client a sur la biodiversité quand on parle, par exemple, d'aménagement. Voilà, votre client a l'objectif de construire un nouveau local au fin fond de, d'une région particulière. Il va devoir faire un aménagement particulier du sol. Voilà, quel est son impact environnemental par rapport à ça. Ce que l'expert comptable va également chercher à identifier, ça va être son niveau de participation, le niveau de participation active de l'entreprise au niveau du développement économique sur son territoire.
Également au niveau de son implication dans la vie associative. Est-ce que l'entreprise fait du mécénat, mécénat financier, mécénat de compétences, comment il interagit avec les autres commerces de proximité, par exemple. Ça, c'est au niveau de l'activité. Sa participation à des programmes globaux d'aménagement du territoire, ça c'est aussi important et on reviendra dessus après. C'est-à-dire que vous allez vous interroger, est-ce que mon client il est dans une zone particulière d'activité? Est-ce qu'il y a des aménagements spécifiques dans cette zone, comme par exemple un plan de mobilité? Est-ce que mon client y participe? Et puis, sa participation à des actions, des projets destinés à l'emploi et les compétences. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une politique particulière qui est menée auprès de Pôle emploi sur les entreprises du territoire? Est-ce que mon client y participe? Alors, de fait, en fait, ce qu'on recherche à travers l'ancrage territorial, c'est que l'entreprise ait plus d'impact. Est-ce qu'Annabelle, tu peux nous dire comment l'entreprise, pour avoir de l'impact, elle peut connaître les attentes du territoire? Merci, Oriane. Alors oui, les attentes du territoire. Alors, je ne vais pas vous donner une recette magique, hein, effectivement, on va lister l'intégralité des attentes du territoire. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à chaque territoire, il y a des spécificités. C'est pas la même chose de parler de la région Aquitaine avec ses vignobles, ses forêts, que d'un territoire de montagne, une zone rurale ou encore un espace urbain. C'est pas du tout la même chose. Et je vais vous poser une question. Question numéro 2. Voilà, sur quel est le territoire le plus marqué par les infrastructures routières? Je vous laisse répondre entre 3 possibilités, Lille, Paris ou Limoges. Alors, on y va. On a 50% des votants. Alors, il n'y a pas de piège dans cette question. Il n'y a pas du tout de piège. Alors, c'est vraiment pour comprendre que le territoire, voilà, il y a un territoire économique, mais il y a aussi une réalité en fait de terrain par rapport aux infrastructures et que quelque part l'entreprise, elle va se positionner, se localiser là où il y a des infrastructures et elle peut aussi donc façonner le territoire en demandant de nouvelles infrastructures dont elle a besoin. Voilà, elle utilise du foncier, bien évidemment, des ressources naturelles, humaines et financières sur le territoire. Donc, sur les infrastructures, les résultats sont… Alors, je te propose qu'on partage. Oui. C'est bon? Ouais, je pense que c'est… Alors, moi, je ne vois pas vraiment les résultats, mais effectivement… Alors, c'est 53%. Ouais, on est d'accord, 53% des gens ont répondu Paris, suivi de 8% Lille et 8% Limoges. Ouais. Et effectivement, c'est Paris. La bonne réponse, même si l'emprise des routes est relativement importante aussi à Lille, beaucoup moins à Limoges. Donc la France, elle est quand même traversée par plus d'1 million de kilomètres en fait de routes. Il y a aussi des voies ferrées, plus de 30 000 kilomètres, et des voies fluviales aussi. Voilà. Alors l'emprise routière, c'est vraiment une pression très très forte en fait du territoire. Et moi, je vais vous parler du territoire. En fait, moi, en tout cas, le territoire, c'est à la fois, c'est le reflet en fait du croisement entre une histoire naturelle, voilà, la morphologie du territoire, et une histoire humaine liée aux activités humaines. Alors, un territoire, en fait, il est géographique, hein, géographique parce qu'il a une morphologie avec des reliefs naturels, des montagnes, des formes physiques, mais également des aménagements qui sont présents, en fait, sur ce territoire, comme voilà, les aménagements, l'occupation du sol, des constructions humaines. Il y a des sols qui sont imperméabilisés. Il y a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de bâtiments, et puis des sols où il y a beaucoup plus de végétation, etc. Donc, il y a vraiment une diversité et des spécificités territoriales. Et sur ces territoires, il y a aussi ce qu'on appelle effectivement des niveaux institutionnels, régions, communes, départements, voilà. Et le territoire, il a aussi des caractéristiques socio-économiques. Par exemple, le bassin d'emploi, voilà, de Paris est forcément beaucoup plus attractif que le bassin d'emploi de Limoges. Voilà. Et alors j'ai pris aussi 2 exemples en fait de PIB par région.
j'ai pris le PIB en fait, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a 273 milliards d'euros, et celui donc, de la région PACA, qui a 150 milliards d'euros. Donc, il y a vraiment des diversités et une connaissance à approfondir pour chaque territoire. Donc, il y a vraiment des enjeux contrastés et des politiques qui sont mises également en avant en face de chaque territoire. Et à ceci, bien évidemment, le territoire, il doit pouvoir s'aligner pour pouvoir prendre en compte l'intégralité de ses attentes. Et en plus donc, de ces attentes plus socio-économiques, démographiques, etc., il y a également donc, des limites planétaires, tout ce qui est plutôt environnement. Et donc là, je fais référence à la conférence de Rio en 1992, et c'est là que les acteurs territoriaux se sont saisis en fait des enjeux de développement durable. Il y a un schéma que je vous ai indiqué, qui est celui sur les limites planétaires. Alors en fait, ces limites planétaires, aujourd'hui, il y en a 5 qui sont dépassées. Alors, la petite zone verte, en fait, c'est la zone, l'espace de sécurité au-delà duquel il ne faut pas aller. Et si on va au-delà de cet espace de sécurité, le système, le système biologique s'emballe. Et aujourd'hui, donc, ces 5 limites planétaires qui sont dépassées, c'est la limite sur la biodiversité, le changement climatique, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, le changement d'utilisation des sols et la perturbation du cycle de phosphore et de nitrogène. Voilà. C'est des choses très, très basiques sur l'environnement. Et donc, cette conférence de Rio en 1992, c'est là que les acteurs territoriaux se sont saisis en fait des enjeux de développement durable à travers l'agenda 21 locaux, des écoquartiers ou alors des projets de planification. Et c'est essentiellement à l'échelle des territoires en fait que les problèmes de développement durable sont perçus. Et c'est là que des solutions en fait, peuvent être mises en place de manière équitable et démocratique. Donc, le territoire, il est bien garant d'un alignement et que cet alignement, jusqu'à présent, était principalement le fruit, en fait, et le résultat des acteurs publics nationaux et locaux. Je pense notamment à la loi là, sur la nouvelle organisation territoriale, dite loi neutre, qui date de 2015. Alors, le questionnement, en fait, de ce webinaire et la question que je te pose, Oriane, c'est comment expliquer que les choses peuvent bouger sur le territoire et venir d'un autre acteur qui n'est pas public. Oui. Merci Annabelle pour cette question. Effectivement, alors tu nous as expliqué finalement que sur ce territoire, c'était l'acteur public qui mettait en place des politiques, des programmes qui sont en faveur de l'environnement et du social. On voit, et à travers l'exemple que je vais vous citer de la CAMIF, qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui sont très dynamiques et qui posent la question de finalement intégrer ces enjeux environnementaux et sociétaux dans leur mission. Alors, la CAMIF, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Emery Jacquila, qui a repris en 2009 la CAMIF, qui était en dépôt de bilan, et avec la volonté finalement de recréer de l'emploi sur le territoire. Donc, il a transféré le siège social de Nanterre à Niort, là où étaient les usines de production, et a travaillé à créer de l'emploi sur le territoire. Dans l'histoire de la CAMIF, il y a eu quelques étapes clés, notamment une première étape en 2015 qui a été de se faire labelliser Bicorp. C'est une des premières entreprises de labellisation avec notamment un programme en interne et en externe qui s'appelait le programme Cellulose, qui est une notion de budget participatif et collaboratif au sein de l'entreprise pour accompagner tous ces salariés à travailler sur les enjeux territoriaux, environnementaux et sociétaux. En 2007, la CAMIF est labellisée WordPress Best for the World dans la catégorie communauté, puisqu'elle travaille et elle tisse du lien entre ses fournisseurs, ses salariés et ses clients. Et c'est pourquoi en 2017, elle a fait le choix, avant même que la loi Pacte arrive, d'être l'une des premières entreprises à mission.
Dans sa mission, en tout cas, elle s'est donné les moyens de dire réduisons notre consommation, réduisons notre impact, travaillons sur notre impact et allons vers une consommation responsable et durable. C'est pourquoi une des actions assez fortes qu'a mis en œuvre ce dirigeant, c'est de boycotter le Black Friday. Alors, vous savez comme moi, hein, le Black Friday, c'est le temple de la consommation. Et ils ont décidé de fermer leur site internet le jour du Black Friday, tout comme ils ont décidé de militer pour une TVA à tarif réduite sur les produits qui rentrent dans une économie circulaire. Et donc, ils sont allés travailler, et aujourd'hui, si vous allez sur le site de la CAMIF, ils ne vous proposent plus un canapé ou une table et des chaises, ils vous proposent un objet recyclé, ils vous proposent un objet que vous allez pouvoir réparer. Et bien sûr que cet objet, ça reste une table ou une chaise, mais c'est plus en fait la table ou la chaise que vous allez acheter, c'est d'abord le recyclage ou d'abord la réparation, c'est-à-dire l'utilité que vous allez pouvoir en avoir ou la façon dont il est fabriqué. Une des étapes qu'a franchi en 2020 la CAMIF, c'est vraiment d'être société à mission. Là, ils ont opté pour leur permettre officiellement d'être société à mission. Et je voulais vous donner les missions que cette entreprise s'est donnée. Déjà, la première mission, c'est d'informer, sensibiliser et donner les moyens pour une consommation plus responsable. La deuxième mission qui se sont données, c'est dynamiser l'emploi sur nos territoires et favoriser l'insertion. La troisième mission, c'est faire de l'économie circulaire notre standard. Donc, l'économie circulaire, hein, c'est de réduire ces ressources en amont et de réutiliser les ressources aval pour les réintroduire dans la chaîne de production. Donc, c'est d'aller chercher des matières recyclées, la capacité à réduire le maximum, par l'innovation en fait des produits, de réduire au maximum le niveau de consommation. Voilà, par exemple. Et puis, le quatrième point qui se sont donnés, hein, je répète, informer, sensibiliser et donner les moyens d'une consommation responsable, dynamiser l'emploi sur le territoire, faire l'économie circulaire un standard et proposer les meilleurs produits pour la santé. Enfin, transformer l'entreprise et participer à la réinvention de nos filières. Et ça, cette réinvention de filières, ça veut dire créer des écoles sur les territoires, ça veut dire repenser la façon de produire, donc la façon de former. Et donc, une des actions concrètes qu'a mis en œuvre la CAMIF, c'est d'arrêter toute importation et de faire construire ces produits de 100% en Europe, et donc 78% des produits français. Et donc, ce choix en fait stratégique de cet entrepreneur a eu des conséquences finalement, des actions très concrètes sur le territoire, que ce soit le territoire français, mais que ce soit aussi la région de Niort et les autres régions où il travaille avec des fabricants. Et donc, j'avais une petite question à vous poser par rapport à cet exemple. C'est, à votre avis, entre 2009 et 2016, l'emploi créé par la CAMIF en France a été multiplié par 2, par 14 ou par 20? Alors, on a 20% de votants. Alors, on a 60%. N'hésitez pas à voter. Allez-y. Alors, à votre avis, par 2, par 14 ou par 20? Alors, je vous propose de voir les réponses. Hop. Alors, partager. Voilà. Alors, vous avez dit, vous avez été majorité à répondre par 20. Alors, plus exactement, c'est par 14.
que la Maïf. Alors, je vais vous montrer à l'écran. Voilà. On va voir, est-ce que vous voyez bien mon écran? Voilà. Effectivement, alors en fait, un effet multiplicateur sur l'emploi par 14. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Maïf, elle crée un emploi en France tous les 250 achats sur le site camif.fr et qui a une valeur ajoutée très importante de la Camif sur les entreprises françaises, parce qu'on est passé de 3,5 millions à 37 millions pour une entreprise. Voilà. Donc ça, c'est des études qui sont faites pour évaluer l'empreinte, en tout cas, de l'entreprise. Alors, de fait, en fait, cette entreprise, elle ne peut pas se développer toute seule. En tout cas, c'est cette prise d'initiative, elle a besoin d'être aussi soutenue par les acteurs du territoire. Alors, peut-être, Annabelle, est-ce que tu peux nous présenter qui sont les acteurs du territoire? Merci, Oriane. Oui, effectivement, l'exemple de la Camif est particulièrement intéressant. Et ensuite, la question qui se pose, c'est comment, d'un point de vue opérationnel, cette entreprise ou d'autres entreprises peuvent s'organiser sur le territoire pour être en relation, en fait, voilà, avec des acteurs, porter des projets, porter des idées, voilà, faire partie prenante de ces territoires. Alors, moi, je vais vous parler là des acteurs du territoire, la manière dont aussi ces acteurs du territoire travaillent. Et vous parlez aussi, bien sûr, de quelques dispositifs qui existent. Voilà, une montée en puissance de dispositifs aussi innovants sur les territoires. Alors, au niveau des acteurs, ils sont divers et ils sont variés sur le sujet et les projets que l'on souhaite mettre en place. Alors là, moi, je vais vous parler, par exemple, d'un projet d'aménagement. Sur un projet d'aménagement, il y a une multitude d'acteurs. Il y a la région, la préfecture, les communes, les communautés de communes, établissements publics de coopération intercommunale, les chambres consulaires, les chambres d'agriculture, donc les CCI, des entreprises, les aménageurs, les promoteurs, les bailleurs, les associations, les riverains. Ah oui, et j'ai oublié bien sûr les services de l'État, les services des direction départementale des territoires ou encore les DREAL. Donc en fait, il y en a énormément d'acteurs. Et ces acteurs, ils ont la particularité, et particulièrement dans le domaine de l'environnement, de discuter, de se mettre autour de la table, ce qu'on appelle donc la concertation ou encore les débats publics. Je vais parler par exemple d'une commission nationale des débats publics qui existe depuis plus de 20 ans, voilà, peut être saisie, qui est un garant neutre sur des projets, des grands projets d'aménagement et qui va organiser donc un débat public voilà, par rapport au projet d'aménagement. Ou alors, tout simplement l'évaluation environnementale qui est obligatoire, par exemple, pour tout projet d'aménagement, voilà, et dans lequel, pour les d'aménagement, il doit y avoir aussi donc, des débats, une concertation. Je pense que cette modalité, effectivement, de concertation est vraiment montée en puissance depuis 20 ans. Et je pense aussi, par exemple, je vais rappeler pour mémoire la loi Nouvelle Régulation économique, où en 2002, parlait donc pour les entreprises d'avoir un dialogue avec les parties prenantes. Alors, dans la slide, j'ai indiqué un certain nombre en fait de programmes et dispositifs. Alors, il y en a d'autres. Dans tous, effectivement, on retrouve le volet concertation, débat avec le public. Alors, j'ai noté donc l'agenda 21, voilà, l'agenda 21, qui est un programme local en faveur du développement durable. Alors, il y a 13 000 communes environ qui ont adopté l'agenda 21. Il y a aussi l'agenda 2030, je n'ai pas parlé, qui a une vision un peu plus globale. Enfin, je ne l'ai pas indiqué dans la slide. Voilà, l'agenda 2030, il y en a en Nouvelle-Aquitaine, dans le Grand Abénois. Voilà, c'est très, très, très variable. Il y a aussi le plan climat, air, énergie territoriale, qui est un outil de planification. Lui, il a pour le but, en fait, d'atténuer le changement climatique. Il va travailler sur les questions de consommation d'énergie du territoire, de localisation des énergies renouvelables, du réseau de distribution, de la vulnérabilité du territoire face aux effets du changement climatique. Ça, c'est particulièrement important, notamment pour tous les territoires qui sont territoires littoraux, avec le risque de submersion marine. Voilà.
Alors, il y a également donc le SRADET. Le SRADET, c'est des schémas régionaux d'aménagement, donc de développement durable et d'égalité des territoires. Ce schéma, il est global et c'est un cadre en fait pour une région. Il va définir les ambitions du territoire, les orientations stratégiques et le plan d'action. Et dans lequel il y a un état des lieux aussi écologique. Donc, ça, c'est vraiment le document structurant dans lequel on retrouve aussi tout ce qui est plan local d'urbanisme, PCAET, voilà, SCOT, etc. Ensuite, j'ai indiqué donc SCOT, des schémas de cohérence territoriale, c'est des documents de planification, donc de prospective à 20 ans. Voilà. Et en quelque sorte, en fait, les orientations du SCOT sont bien reprises effectivement dans le SRADET. Et puis, il y a les grands programmes. Et ces grands programmes, c'est ceux qui concernent donc les territoires et la ruralité. On retrouve la revitalisation des centres-bourgs, tout ce qui est redynamisation commerciale, action cœur de ville, les territoires d'industrie aussi. Il y a les politiques de la ville dans ces grands programmes, ou alors donc tout ce qui concerne le numérique. On voit par exemple de plus en plus apparaître des maisons France Service en fait sur les territoires. Et à côté donc de ces grands programmes, il y a également donc de nouveaux dispositifs locaux qui sont développés, expérimentés. Donc, je pense par exemple aux appels à manifestation d'intérêt, ou alors par exemple des collectivités qui dans leur appel d'offres vont mettre des critères sociaux et environnementaux, voilà, où elles demandent ces collectivités à ce que les réponses soient faites en partenariat. Et il y a aussi un intérêt à ce que ce soit les entreprises en fait du territoire qui soient retenues. Voilà. Et du coup, j'ai une question à vous poser. Alors, je lance la question. Alors, vos clients ont-ils déjà répondu à des appels d'offres où un enjeu environnemental ou sociétal avait été mis en avant? On va laisser encore quelques dizaines de secondes. Voilà, je pense qu'on a une tendance assez forte et intéressante. Hop, je vous propose qu'on ferme le sondage. Hop. Voilà, et on doit pouvoir partager à l'écran les résultats. D'accord. Ok, donc 27% oui, 33% non et 39% je ne sais pas. Alors Oriane, comment les entreprises... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, 39% ne sait pas. Ça peut être du coup une question, en tout cas sur laquelle on peut vous inviter si vous voulez échanger avec votre client, avec vos clients sur justement cette notion d'ancrage territorial. C'est de vous poser la question, d'aller voir en disant est-ce que leur activité déjà nécessite de répondre à des appels d'offres ou pas. Ça peut être un point. Et sur les 27% de oui, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, finalement, on voit que c'est de plus en plus présent et ça l'est par la force des choses. Moi, pour avoir également déjà répondu à des appels d'offres, notamment sur le territoire du 93, c'est une des priorités, en tout cas de la fonction publique, d'avoir ces enjeux-là. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, on voit, et ça monte de plus en plus. Moi, j'ai de plus en plus de clients qui viennent me voir en me disant « j'ai besoin de formaliser ma démarche RSE parce que je suis contraint par mes clients publics ou privés, indépendamment, à parler d'enjeux environnementaux et sociétaux. » Alors, tu voulais ajouter autre chose, Annabelle, sur cette partie? Moi, j'avais fini. Je voulais juste te laisser la parole sur comment les entreprises s'emparent de ces dispositifs et programmes. Alors, ce qui est intéressant sur comment les entreprises s'en emparent, moi, je voulais faire un petit zoom sur vous donner quelques exemples de politiques territoriales sur lesquelles on peut directement échanger et travailler avec nos clients. Notamment le dispositif de Plan France Relance,
Comme vous le savez, hein, ce dispositif avait une double ambition. D'abord, une ambition en matière économique, hein, de relancer l'activité économique suite à la crise sanitaire que nous avons vécue depuis 2 ans, et également bâtir la France de 2030. Et donc, dans ce sujet, hein, l'État s'est doté d'un budget de 100 milliards d'euros sur 2 ans. Et sur ces 100 milliards, il y en a 30 milliards qui sont dédiés à la transition écologique. Et donc, l'idée, c'est de mettre en œuvre 20% des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, dans les dispositifs de financement ou en tout cas d'accompagnement qu'on va retrouver dans ce plan France Relance dédié à la transition écologique, on va retrouver des dispositifs autour du transport, donc financement d'infrastructures et de mobilité verte, notamment pour les déplacements en vélo, par exemple. Tout ce qui est autour de l'énergie, la recherche et l'innovation de technologies vertes, mais également, il peut y avoir des financements de bilan carbone, il peut y avoir des financements de recherche d'efficacité énergétique, tout ce qui est autour du logement et de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors ça, c'est pareil, c'est un vrai enjeu pour les entreprises du BTP d'aller vers de la rénovation énergétique. Tout ce qui est autour de l'économie circulaire et des circuits courts, hein, il y a des financements pour développer et transformer, adapter en fait les commerces autour des circuits courts. Lutter contre l'artificialisation des sols. Voilà, tout ce qui est biodiversité également, tout ce qui est eau potable et assainissement, et puis tout ce qui est transition agricole. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de sujets en fait sur lesquels on peut obtenir des financements, des aides, des accompagnements des services de l'État et surtout en fait moi je vous invite à aller sur le site du ministère de l'écologie où vous retrouverez le détail. Ce qui est important sur ce type d'aide de financement, c'est de regarder les critères d'exigibilité. Certains sont faits pour certaines tailles d'entreprises, certains sont faits pour voilà, des entreprises en démarrage, d'autres en développement. Voilà, donc ça, c'est des choses dont l'expert comptable finalement a l'habitude et peut être proactif au niveau de son client. Sur l'autre sujet dont je voulais vous parler, on a parlé d'un sujet un peu environnemental. Je vous propose de parler maintenant d'un sujet social qui est cette expérimentation du territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une expérimentation au niveau départemental cette fois-ci. C'est issu de la loi d'expérimentation qui prolonge et qui, en 2021, a été prolongée, hein, cette expérimentation. Il y en a une première en 2016 ou 2017. Et là, elle a été prolongée pour une durée de 5 ans. Et il y a 50 nouveaux territoires qui ont rejoint ce territoire zéro chômeur longue durée. Alors, en quoi ça consiste, cette expérimentation? C'est tout d'abord une question qui a été posée, qui est quel est le coût direct et indirect du fait d'avoir des gens qui sont en privation d'emploi en longue durée. Donc, ce coût, je vais juste vérifier. Ouais. Ce coût, il est de 43 milliards d'euros, dont 35 sont liés à un manque à gagner du fait que l'État ne bénéficie pas d'impôts et de cotisations sociales sur ces personnes qui sont en dehors de l'emploi depuis très longtemps. Il est aussi à hauteur de 26% au regard des dépenses sociales, RSA, adultes handicapés, allocation logement par exemple. Voilà. Et puis il y a des coûts induits à hauteur de 20% qui sont les conséquences sociales du chômage dans le domaine du logement, de la sécurité et de l'éducation. Donc, comment on arrive en fait à travers cette expérimentation à remettre des personnes qui étaient chômeurs de longue durée en emploi? C'est parce que l'association qui porte ce projet va aller interroger les entreprises sur ce territoire expérimental, va définir avec eux quels sont leurs besoins
ils vont aller chercher des chômeurs de longue durée qui ont envie de retrouver un travail et ils vont monter un dispositif financé par le fait qu'on va utiliser, réaffecter des ressources comme le RSA ou la CMU vers le retour à l'emploi pour aller former, pour mettre en place des moyens au niveau de l'entreprise. Et puis aussi par le financement de l'activité lié au fait qu'on est un salarié qui va finalement produire quelque chose dont l'entreprise avait besoin, mais parce qu'elle ne va pas trouver les bonnes compétences, parce qu'elle ne va pas trouver les bonnes choses, ne va pas pouvoir faire cette activité. Et donc, le fait d'avoir pu échanger avec un acteur tiers et d'avoir mis en place ce dialogue, d'avoir répondu à un besoin du territoire et en même temps à son propre besoin, va faire qu'elle va pouvoir produire. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif aussi qui est intéressant. Et moi, je vous invite à aller voir, est-ce que le territoire de vos clients, lorsqu'un client en fait se pose aussi la question des difficultés de recrutement qu'on peut avoir, est-ce que cette expérimentation n'est pas une des solutions qu'il va pouvoir trouver? Tout ça, ça pose la question finalement, ces deux exemples, en tout cas de la valorisation de l'impact chez nos clients. Alors, pour ça, il y a des sujets, là, on amène vers une idée de finalement contrôle de gestion, d'aller vers du contrôle de gestion pour essayer d'évaluer finalement les coûts et les performances cachées liées à cet impact territorial de l'entreprise et de l'organisation. Donc, moi, pour ça, je vous renvoie à un article qui vient de sortir dans la Revue française de comptabilité, qui est très intéressant, qui s'appelle « Comment favoriser la réindustrialisation durable des territoires », écrit par Laurent Capelletti, qui met en évidence un peu cette notion de coût et performance cachée. Et puis, je vous invite à vous y intéresser parce que c'est très intéressant de voir que parfois, les manques à gagner dans les organisations coûtent cher. Et qu'en fait, par la mise en place d'un dialogue, par la mise en place d'un réseau agile sur le territoire, et finalement, l'expert comptable peut devenir acteur de coopération et de facilitation, et ben, on arrive à réduire ces coûts cachés pour augmenter la performance des organisations. J'avais une question que j'ai un peu sautée, mais du coup, je vais vous la poser maintenant. C'est, hop, je vais vous la partager. Ici. Avez-vous déjà entendu parler du... Alors, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. C'est bon. Avez-vous déjà... Je la lance. Avez-vous déjà entendu parler du dispositif Plan de France Relance et des enjeux écologiques? On parle vraiment sur la partie enjeux écologiques. Alors, je propose qu'on arrête effectivement le sondage. Alors, c'est bien, vous êtes 75% de oui. Hop, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Partager. Voilà, super. 75% de oui. Merci de votre participation. Alors, du coup, Annabelle, alors il nous reste 10 minutes pour être en temps et en heure. Est-ce que tu peux juste nous dire comment on va pouvoir se reconnecter finalement, nous, un peu experts comptables aux attentes du territoire, ou comment en fait on va pouvoir jouer avec tout ça? Alors, je vois que mon écran est plus partagé. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Merci, merci Oriane. Effectivement, comment se reconnecter aux attentes du territoire? On a vu que les entreprises aujourd'hui, elles sont vraiment partie prenante du territoire et que les attentes du territoire, quelque part, voilà, très difficile de les déterminer a priori. Il faut vraiment être sur le terrain et être sur le territoire. Il y a plein d'acteurs effectivement qui interviennent dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des territoires. Ce qui est important aussi, ce que j'ai pu vous dire, c'est qu'il y a toute une évolution, une transformation
territoire, une transformation qui est liée soit à l'environnement, mais aussi une transformation qui est liée à de nouveaux dispositifs qui sont mis en place, expérimentés par les territoires. Voilà, on essaye, on expérimente, on voit si ça marche ou pas. Et moi, j'ai une question à vous poser. Voilà, pensez-vous que les experts comptables peuvent être un acteur de la transformation des territoires? Alors, on va laisser… Ouais, encore quelques minutes, quelques secondes, je veux dire. Une minute, il ne nous reste pas beaucoup. Ouais. On va Alors, essayer je de te faire pour propose de voir le 10h30. résultat qui est très intéressant. On voit Ouais. qu'effectivement, 73% ont répondu oui. Donc ça, c'est un vrai, c'est vraiment intéressant. 27% ont dit pourquoi pas, avec un besoin d'en savoir plus. Et en tout cas, 0% personne ne pense que on ne peut pas être acteur de la transformation du territoire. Ouais. Donc la question, oui. Merci en tout cas d'avoir répondu, hein, c'est très intéressant. Et du coup, oui, le territoire se transforme et devient un lieu d'expérimentation. C'est la question que posait tout à l'heure Oriane, c'est comment ramener de l'agilité sur les territoires. Il y a deux mondes qui se connectent difficilement entre collectivités et entreprises. Il y a un besoin de relais, de bien connaître les spécificités du territoire, certes, mais aussi capable de s'allier rapidement entre acteurs, d'être proactif dans les instances en fait qui dessinent le territoire de demain et de développer une capacité à se connecter tout simplement aux attentes du territoire. Et moi, je voulais juste partager avec vous une expérience que je trouve très intéressante d'une société qui s'appelle Ulteria. Alors Ulteria, c'est deux personnes qui portent ce projet-là. C'est Alexis Nollet et Sébastien Becker. Et avant de porter Ulteria, en fait, ils portaient une société, hein, tout simplement, Mobilwood, avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Mobilwood, qui est une activité concernant donc le bois, la forêt, la régénération de la forêt aussi, et le zéro déchet. Il y avait quand même une vue complète, hein, effectivement, de cette société. Et puis, ils réalisaient aussi des aménagements de magasins biologiques. Voilà. Et puis, en 2015, ils ont eu une proposition de rachat. Voilà. Et ils ont décidé de refuser cette proposition de rachat pour créer justement Ulteria. Voilà, Ulteria qui a donc plein de domaines d'activité. On voit ici que la création de la richesse, en fait, elle est multiple et elle est très variée. Ils ont à la fois des sociétés concernant l'agencement écologique d'espaces commerciaux, de la vente en vrac, de la permaculture, une école Montessori, et des centres de formation. C'est-à-dire que sur un territoire, ils ont réussi à créer tout un écosystème, en fait, un écosystème créateur de valeur pour l'homme et pour le vivant. Et ce qui est intéressant dans ce qu'ils décrivent, en fait, c'est qu'ils ont vraiment apporté un projet de territoire. C'est du côté d'Auxerre, je crois. Et du coup, dans ce projet de territoire, ils ont été amenés à dialoguer et à discuter avec les collectivités. Le retour d'expérience qu'ils peuvent faire, c'est que c'est pas forcément simple et évident, mais ils y sont arrivés. Et voilà, je voulais juste partager cette expérience avec vous. Je trouve particulièrement intéressante. Voilà. Merci Annabelle. Alors, du coup, en conclusion, ce qu'on voulait vraiment mettre en avant pour vous aujourd'hui, c'était se poser cette question, vous mettre en évidence que le territoire, il se transforme. Finalement, l'acteur public aujourd'hui, c'est plus un guichet comme on avait tendance à le penser. En fait, il devient petit à petit un lieu d'expérimentation. Et cette expérimentation, elle est en faveur des enjeux environnementaux et sociétaux, en travers d'une dynamique de territoire. Elle est en faveur d'un dialogue entre les parties prenantes et elle donne naissance finalement à de nouvelles façons de travailler, de coopérer. On voit de plus en plus apparaître, par exemple, des sociétés coopératives d'intérêt collectif où les collectivités peuvent participer, peuvent devenir associés de ce type de structure.
Nous, on avait envie de vous proposer quelque chose d'important. C'était aussi de venir participer pour pouvoir mieux comprendre en fait cette valorisation de la dynamique du territoire. C'était de venir participer à la co-construction d'une formation sous forme participative. J'ai gagné un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Participation dans le cadre d'un projet qui s'appelle Participation en Île-de-France. Moi, ce que j'ai proposé comme projet, c'était justement de construire une formation de co-construire une formation autour de l'expert comptable et son rôle sur le territoire, savoir être en capacité de comprendre en fait les dynamiques de territoire, en capacité d'évaluer et de former. Donc, pour pouvoir proposer cette formation, moi, je vous propose 4 ateliers de co-construction pour d'abord comprendre les enjeux de façon particulière. Donc, pendant cet atelier, on va venir avoir des témoignages de collectivités. Ça va vous permettre, en tout cas, de mieux comprendre ces enjeux. On va participer et échanger sur les résultats d'une étude qu'on a fait sur le territoire du 93. On va aussi améliorer, l'idée c'est aussi d'avoir des ateliers qui vont vous permettre d'améliorer vos compétences, de décider d'un format aussi, et quel format finalement convient le mieux aux experts comptables et à leurs collaborateurs. Est-ce que c'est du format en présentiel, en distanciel? Est-ce que c'est des formations courtes? Est-ce que c'est des formations longues? Voilà, tout ça dans le cadre d'un dialogue, en fait, la mise en place d'un dialogue avec des parties prenantes pour pouvoir interagir. Donc, on cherche une cohorte à peu près d'une vingtaine d'experts comptables et on trouvait ça intéressant de s'inscrire dans cette dynamique territoriale d'appel à manifestation d'intérêt et cette envie en fait de vous partager ce projet. Voilà, écoutez, on vous remercie en tout cas de votre participation. On a encore 2-3 minutes si vous le souhaitez pour des questions. Vous avez un petit outil de questions. J'avais peut-être juste une dernière question de sondage. C'est finalement cette question, avez-vous déjà vécu des expériences de co-construction? Qui sont un peu en fait le sujet, cette co-construction, cette coopération, cette collaboration sur le territoire. C'est vraiment des dynamiques expérimentales qui sont de plus en plus présentes et c'est très intéressant de se dire que finalement l'expert comptable peut aussi être assez acteur de ces dynamiques-là. Voilà, je vous remercie pour les réponses. On voit la réponse au sondage. Alors, c'est assez intéressant aussi de voir que près de 20% en fait, des gens qui sont présents, qui ont répondu, ont déjà participé à des dynamiques de co-construction et que 75%, donc c'est aussi une façon d'envisager son métier autrement quand on est expert comptable, se dire, voilà, je peux participer différemment. Merci à vous tous. Peut-être des questions, Jean-François, je vois que tu es revenu parmi nous. Merci d'être là. J'étais à l'oral, mais j'avais enlevé ma vidéo. Je n'ai pas entendu, pardon. J'étais à l'oral, mais j'avais enlevé ma vidéo. Non, merci beaucoup à toutes les deux pour cette intervention. Voilà, donc merci aussi de cette proposition d'aller plus loin et de tenter l'expérience. Donc, on espère que ça vous a intéressé et que ça vous a donné envie d'avancer dans cette démarche. Donc, suite, pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous le 22 juin pour parler bilan carbone, puis le 13 octobre pour parler plus largement de toutes les problématiques de RSE, dont une a été évoquée. Et puis, Annabelle, encore un grand merci pour ton expérience que tu nous as partagée. Et puis, bonne journée à tous et réfléchissez bien sur comment être un meilleur acteur de votre territorialité, chacun de vos côtés. Merci. Merci pour votre accueil et merci à tous pour votre écoute. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.